17h. On reprend cette année. On reprend pas n'importe comment, Antoine, parce qu'on reprend avec un invité de marque, Pierre Rolland. Salut Pierrot, qui est chez lui. La course un petit peu de prestige, c'est celle de dimanche. Dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'était ma première question, Pierre. Est-ce que tu vas pouvoir regarder les mondiaux? Est-ce que tu vas te lever pour regarder les mondiaux dimanche? Alors oui, je vais me lever à un moment donné, dimanche, je vais me lever, mais peut-être pas à l'heure du départ. Je ne sais pas exactement, ça doit être sur les coups de 4 heures du matin, le départ à l'heure française, quelque chose comme ça. Avant, ouais. L'arrivée est prévue entre 8 et 9 heures. Oui, donc je regarderai en léger décalé. Léger décalé. Alors, est-ce que nous, on va live à partir de 7 heures? Est-ce que tu seras avant 7 heures? 7 heures, pas sûr. Pas sûr. Pendant la foulée en Croatie. Donc, mais bon, en tout cas, on ne loupera pas l'arrivée, quoi qu'il arrive. T'as regardé un peu le parcours ou pas? J'ai survolé ce qui se dit, parce que regarder un profil, au final, ça ne nous donne pas grand-chose. Et de ce que je lis par-ci, par-là, c'est plus dur qu'il en paraît, ou ce qui a été annoncé. J'ai notamment lu une interview de Romain Bardet qui disait que c'était pas facile. Donc voilà, le parcours en lui-même, on va le découvrir, mais je pense que ce sera plus dur qu'imaginé. Parce que nous, on avait une question, évidemment. Si tu avais vraiment regardé le profil, c'était où toi, la fameuse attaque de Pierre Rolland, où est-ce qu'elle était posée sur ce profil pour aller chercher la gagne? Apparemment, il y a une bosse assez difficile, donc sur le haut ou au pied, ou une attaque peut-être dans l'échappée du matin. Après, ça dépend du sélectionneur, ou est-ce qu'il le rôle qu'il donne. Mais oui, j'aurais bien trouvé un spot pour. Mais par exemple, à une attaque comme ça dans des mondiaux, vu que c'est sur circuit, t'attends quand même le dernier tour, ou faut quand même prévoir avant genre les 2-3 derniers tours pour placer son attaque? Est-ce que c'est pas trop tard dans le dernier tour? Ça dépend du rôle qu'on a. Si vraiment on est là, on est le gars qui doit finir, forcément, ce sera le dernier moment, le dernier tour, ou peut-être même attendre le dernier sprint. Mais si on est un élément dynamiteur, forcément, ce sera en amont, à quelques tours de l'arrivée ou à mi-course. Parce qu'on a vu l'année dernière, la course s'est relancée très très tôt. Ouais, à l'initiative des Français d'ailleurs. Voilà. Chacun a un peu son plan de course bien établi. Cosnefroy et des Français. Et voilà, ça dépend de ton rôle. Ça dépend de ton rôle dans l'effectif où tu es aussi. Et d'Evenepoel qui avait fait tout craquer. Et d'Evenepoel qui était dans le. Tout craqué à 160 km de l'arrivée pour rien. Ouais, bah c'était leur stratégie, ils avaient la leur. La France avait la leur. L'Italie en avait une, etc. Je parle des fortes nations. Après, il y a toujours des coureurs qui sont un petit peu plus esselés, mais qui sont très forts. Qui n'ont pas une forte nation, mais qui peuvent jouer tout seuls, on va dire. Mais oui, il y avait une grosse course de la Belgique et de la France l'année dernière. Et justement, il y a une question dans le chat, Nico Kems qui nous demande, tu connais un peu Thomas Voeckler, un petit peu. Tu penses qu'il part sur quoi comme stratégie? Est-ce que c'est comme les dernières saisons, tout sur à la, sachant que bon, on ne sait pas trop dans quel état de forme il est malgré tout après sa saison son abandon à la Volta. Est-ce que tu penses qu'il a plusieurs cartes? Est-ce que ce sera un peu différent des années précédentes, quoi? On voit qu'il veut brouiller les pistes. Il veut brouiller les pistes dans sa communication. Il parle d'un seul leader. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je crois pas à ce qu'il raconte. Je pense quand il parle d'un seul leader, pour lui, le seul leader, ce sera l'équipe. Il va vraiment avoir un collectif fort et je pense que dans le groupe, il y aura peut-être 3, 4, voire 5 coureurs qui auront leur carte à jouer personnelle. Je suis presque sûr qu'ils vont jouer sur un surnombre de leaders et pas un leader unique comme il y a pu avoir ces 2 dernières années. Parce qu'on rappelle juste que comme on est champion du monde sortant, c'est vrai, l'année dernière, on a un coureur de plus que les autres. Ce qui peut jouer, j'imagine, dans un championnat du monde. Ouais. Un coureur de plus, c'est un pion de plus. Hein. C'est comme si aux échecs, on avait un jeton de plus d'avance. Donc, c'est pas négligeable.
et pour moi, vu les coureurs qui sont de la partie, il y aura un leader avec plusieurs têtes, c'est une évidence, et je pense qu'ils vont brouiller les pistes comme ça. Quand tu parles des 4-5, là, c'est quoi? C'est Madouas, Cosnefroy, Paché, Alaphilippe Voilà, c'est Alaphilippe qui en doit une bonne à ses copains depuis plusieurs. C'est Romain Bardet, c'est Madouas, c'est Cosnefroy, et c'est l'ensemble du groupe qui est fort, quoi. Tous les coureurs présents, un Quentin Paché, il a marché très très fort sur la Vuelta. Même s'il a terminé la Vuelta en tombant, sa condition, il l'a pas perdue, hein. Donc, je pense qu'ils ont vraiment de belles cartes. Ils ont des équipiers très solides. Donc, ils ont, pour moi, de quoi faire un truc peut-être auquel on s'attend pas. Tiens, on a un petit com de Stefan là sur le côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu l'annonce des mondiaux 2027 qui seront en France. Ouais. J'allais dire, ça commence à faire loin pour toi 2027. Et on cherchait tout à l'heure avec Antoine, on se disait, tiens, Pierre Roland n'a pas fait un mondial. Alors, ça fait quand même, voilà, t'as une grosse carrière, t'as des années où tu marchais fort. Et on se demandait si pour toi c'était un regret. Enfin, il y a des fois où t'étais pas loin et t'as pas pu y aller. Comment toi tu le vois ça? Ouais, bah j'aurais dû aller à Salzbourg, je crois. Voilà, c'est vrai que c'est quand même particulier cette date. Elle est très très tard dans la saison. J'ai souvent enchaîné. Enfin, j'ai quasiment tout le temps fait le tour. Et enchaîné avec la Vuelta. Donc, pour moi, l'état de fatigue, il était trop avancé pour. Ouais, c'est que t'as jamais privilégié. En fait, t'es jamais dit cette année sera pour les mondiaux. Enfin, en tout cas, j'essaie de m'y consacrer pour. À Salzbourg, où j'ai déclaré forfait une semaine avant. Voilà, je suis sorti de la Vuelta, j'étais en bonne condition. Enfin, j'étais en bonne condition pendant la Vuelta. Et puis après, au bout de quelques jours, rentré à la maison, je suis tombé malade et voilà, forfait, quoi. Mais bon, voilà, c'est les saisons à rallonge. C'est sûr que ce serait maintenant, avec les saisons qui sont quand même mieux organisées que ce que j'ai connu ma carrière, ça me permettrait peut-être d'aller jusqu'au championnat. Est-ce que c'est un peu comme dans le foot où tu as tous les joueurs, ils rêvent un peu d'être en équipe de France? Est-ce que c'est quelque chose aussi dans le cyclisme que tu ressens? Et toi, personnellement, est-ce que c'était un truc une sorte de rêve, quoi, de porter le maillot de l'équipe de France? Bah, moi, j'ai eu la chance de le porter. J'ai fait les Jeux Olympiques de Pékin. C'est à Pékin. Ouais, t'étais à Pékin. D'ailleurs, j'étais avec Jérôme Pinault, mon manager. Oui, c'est une fierté. Après, honnêtement, c'est différent le vélo, c'est quand même différent d'un sport olympique, comme j'aime dire. Vraiment, les sports qui ont vraiment énormément de visibilité pendant les championnats du monde ou les Olympiades. Nous, on a la chance d'avoir une visibilité 100% de l'année avec toutes les épreuves qui sont représentées. Et au final, le championnat du monde, c'est un peu une cerise sur le gâteau, et de porter le maillot de l'équipe de France, c'est une cerise sur le gâteau, mais on a la chance d'être professionnel et d'être reconnu à longueur d'année. Alors, et toi, là, donc, tu verras dimanche que tu disais tout à l'heure, tu pars en Croatie pour le Tour de Croatie. Tu as prolongé d'1 an avec, c'est Carrefour, BNB, Hôtel, c'est ça? Et KTM ou Carrefour, comment c'est? Je sais pas annoncer les co-sponsors. Donc, si tu as des informations. non, Carrefour, non, alors. C'est BNB Hôtel. C'est BNB Hôtel, ouais, pardon, c'est BNB Hôtel pour l'instant. Tu as prolongé d'1 an. Qu'est-ce qui te fait repartir? On va changer de nom l'année prochaine. D'accord, c'est ça, c'est moi. J'ai rien spoilé. Non, mais non, en fait, je me demandais qu'est-ce qui te fait repartir encore, quoi. Voilà, 36, hein, j'ai des 36 ans. Je vais avoir 36 ans en fin d'année, ouais. Ce qui me fait partir, c'est que je suis acteur sur les courses, je suis motivé et je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. Alors, certes, différemment de quand j'avais 25 ans, mais je suis toujours acteur, je suis toujours présent, je suis toujours offensif et voilà, pour le moment, j'ai pas envie d'être de l'autre côté de la barrière, j'ai pas envie de commenter une course, j'ai envie d'être le gars qui est derrière la télé et voilà, j'ai toujours envie d'être de ce côté-là de la barrière.
Ouais. Quand tu as annoncé ta prolongation, tu as dit que notamment ça avait été parce que tu n'avais pas rempli tes objectifs pendant le tour, que si tu les avais remplis, la décision aurait pu être différente. C'était quoi? C'était une victoire d'étape sur le tour? Ouais, bah, concrètement, on a toujours envie de. L'idée, c'est de finir la carrière sur une bonne note. Alors, je sais pas ce qu'on peut appeler une bonne note, mais le tour que j'ai fait, il a été mauvais. J'ai été malade, j'ai énormément subi la course. Et le paradoxe, c'est que avant le tour, j'étais très bien, et après, depuis ma reprise, voilà, je suis toujours à l'avant. Donc, euh, j'ai envie de finir et de sortir par la grande porte. Et sortir par la grande porte, c'est un des acteurs du Tour de France, notamment. Ouais, tu disais que tu étais mal pendant le tour, tu as eu le Covid avant. On en parle beaucoup du Covid en disant ah, et t'es testé positif, ne pas participer à telle course, telle compétition, l'air de dire il revient la semaine prochaine. Ouais, Concrètement, à quel point ça a impacté toi ta saison? j'ai eu ce qu'on appelle un Covid long. Donc, au début, c'est un Covid qui dure une quinzaine de jours, un peu comme Monsieur Tout le Monde, un peu plus fatigué que la normale. Mais après, au final, bah, quand j'ai repris mes entraînements, bah, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, que tout ce qui était entraînement d'endurance, ça passait. Mais dès qu'il fallait monter dans les intensités, ça marchait pas. Et c'est surtout qu'en fait, je m'entraînais 2 heures et je dormais 14 heures la nuit, plus 2 heures de sieste l'après-midi. Donc et ça a duré pendant 2 mois, quoi. Et sauf que bah, c'est début janvier, les courses commencent en février, et il a fallu que je reprenne ma saison, quoi. Donc bah, j'ai subi, et puis c'est peut-être c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de me dire bah non, oui, je vais pas continuer comme ça. Et une fois le virus complètement évacué, fin avril, début mai, les sensations elles sont revenues, et là je me suis dit bon bah voilà, mon vrai niveau il est là, quoi. C'est ce que j'ai fait au Dauphiné, ce que je fais en fin de saison, et c'est pas ce que j'ai fait en février-mars, forcément, en étant complètement KO par. Mais mais voilà, c'est quelque chose euh, que, que, que certains ça n'affecte pas, d'autres ça affecte énormément, et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et moi j'ai pris le Covid en pleine tête, ouais. Justement, je change un peu de sujet, tu parlais du Dauphiné, tu as remporté le maillot à poids là-bas. Pour toi, tu t'évalues ça comment par rapport à une victoire d'étape? Est-ce que la victoire d'étape, c'est un niveau de satisfaction supérieur, ou le fait d'être présent sur le long terme et tout au long d'une course comme ça, avec une concurrence énorme, sur une World Tour, ça te comble de la même façon? Bah, disons que sur le Dauphiné, j'ai terminé deuxième d'une étape. Alors, on sait qu'entre premier et deuxième, c'est voilà, c'est la course, c'est l'effet de course, c'est les tenants, les aboutissants, c'est de la tactique un peu. Après, le maillot à poids, ça me tenait à cœur une fois que je l'ai récupéré le premier jour. Ça m'a rappelé énormément de bons souvenirs parce que je l'ai gagné en 2008. 14 ans auparavant, et pour moi ça avait un symbole fort de ma carrière, de ma carrière qui est longue, où j'ai toujours été régulier, toujours été présent sur le devant, toujours à l'attaque, et pour moi ce maillot il représentait ça. Honnêtement, sur une autre course, il aurait eu beaucoup moins d'importance, mais je pense que le maillot à poids du Dauphiné, du Tour, ou du Tour d'Espagne ou d'Italie, ça a de la valeur. Après, sur d'autres épreuves, ça en a beaucoup moins. Moi, j'avais une petite question d'ordre général. Je me demandais, bon, ça fait un moment que tu cumules les pelotons. Alors, j'avais eu une interview de toi pendant le tour où tu avais fait rigoler tout le monde sur cette histoire de coureur qui pissait et qui s'arrêtait plus de pisser. Est-ce que tu comprends encore le vélo comme il est couru aujourd'hui? Est-ce que ça te gonfle? Visiblement non, sinon tu continuerais pas, mais voilà, c'est quoi ton regard un peu sur l'évolution de ton sport, quoi, depuis le temps que t'en fais par rapport à il y a 15 ans? Bah, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Après, euh, voilà, l'évolution, il y a plein de choses, mais oui, c'est vrai il y avait des règles internes au peloton qui étaient non dites, mais qui étaient présentes, comme voilà, comme vous l'avez dit, de ne pas uriner sur autre coureur, ou de ne pas faire l'intérieur à chaque virage, de prendre des risques inutiles. Mais voilà, parce que
quand j'ai commencé, il y avait des patrons dans le peloton. Alors, il s'appelait Bettini, il s'appelait Tom Boonen, il s'appelait Fabian Cancellara, etc. Et d'autres. Hein. Et quand ils voyaient des choses pas correctes, ils venaient te trouver, ils disaient non, ce que tu as fait, c'est pas correct. Et en fait, maintenant, il n'y a plus tellement de patrons dans le peloton, donc c'est un peu tout permis. Et c'est vrai que c'est ce manque de civisme et de règles un peu à l'intérieur de cette communauté est un peu dérangeant. Mais quand tu dis pas de patron, c'est un peu étonnant parce que des patrons, on va dire sportifs, tu vois, des mecs énormes, jeunes que tu n'avais jamais vus. Et ces gens-là, ils font partie de ces gens qui n'ont pas trop de règles au final, parce que on a fait avec tous ces histoires on prend un coureur très jeune, il est très fort, il est très performant, on le sait parce que scientifiquement il l'est, quoi. On lui fait faire des tests, des tests d'effort, des tests chronométrés, tout ce qu'on veut. Et le mec, en fait, c'est un champion physiquement, mais sa personnalité, c'est pas forcément un champion dans sa personnalité. Donc, c'est un champion par le physique. On le voit avec les gars qui sont passés pro grâce à Zwift. Ils n'ont aucune culture de ce sport, ils n'ont aucune tactique, aucun aspect fin, aucune finesse dans ce sport. Par contre, physiquement, ils sont ultra forts. Donc, Et du coup, je rebondis un peu. Alors, c'est pas sur la mentalité, mais tu as Kuben Webe qui nous demande, du coup, tu as moins de place pour l'instinct. Et je rebondis sur ça. Est-ce que la façon maintenant, notamment pendant le tour, les échappés, il y en a peu qui sont allés au bout parce que le peloton a roulé. Toi qui est du coup adepte de partir à l'attaque, tout ça, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour des coureurs comme toi de se dire on part mais ça va aboutir à rien à cause de tout ça, voilà. Il y a plus en fait il y a personne qui lâche rien. Il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de petite étape, il n'y a pas d'étape de transition. On a vu des journées où ça aurait pu être pour une échappée. Wout van Aert, il roule comme un fou devant à 52 mois. Donc voilà, tout est. Enfin, les grosses équipes, s'ils peuvent gagner 10 étapes, ils ne vont pas se gêner. Et du coup, il n'y a plus ce phénomène d'un coureur qui va prendre le maillot jaune parce qu'on lui laisse, etc. Ça n'existe plus, quoi. On voit même. Moi, quand je vois Pogacar prendre le maillot jaune au bout de 4-5 jours, pour moi, c'est une grossière erreur de vouloir le garder absolument, alors que lui, il est vraiment là pour gagner, quoi. Si c'est un coureur comme moi qui prend le maillot jaune, que je me batte avec mon équipe bec et ongle pour le garder, c'est compréhensible. Mais lui qui est gardé, pour moi, ils font des erreurs stratégiques qui sont assez grossières parce que ils se pensent vraiment très très fort et au-dessus des autres. D'ailleurs, c'est le coûté cher cette histoire de maillot jaune très trop tôt. Et on lui a redonné alors qu'il voulait le perdre. À un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était un peu trop à Megève. L'étape de Megève, ils se sont dit bon, on va le laisser partir. Et Jumbo, ils ont juste roulé pour lui laisser et lui faire sa fête le lendemain. Justement, il y avait une question un peu plus haut, je ne sais plus qui l'a posée. Le plus fort pour toi dans le peloton actuellement, c'est quoi? C'est Van Aert, Pogacar Ah oui, oui, Pogacar, Van Aert, c'est les deux plus forts parce que voilà, Pogacar, il a gagné l'Estrade Bianche, il est dans le final du Tour des Flandres. Je pense qu'on l'aurait mis sur Roubaix, il aurait été dans les 10 premiers. Ça pour moi, c'est monstrueux d'avoir une palette aussi large et Van Aert, c'est pareil, quoi. C'est 3e au Takam, il a gagné le Ventoux, il peut gagner des pavés, il peut gagner des sprints massifs, des chronos. Plus complet, il n'y a pas, quoi. Mais par exemple, pour toi, à l'avant-saison, enfin pendant la saison, tu t'entraînes pour avoir des pics de forme à certains moments de la saison. Comment t'expliques que ces gars-là arrivent à être performants, même surperformants tout au long de l'année? Ça se passe comment, tu penses, pour eux, une préparation à leur niveau? Je sais pas. Après, on voit qu'un coureur comme Wout van Aert, il court pas tant que ça. On le voit toute l'année, mais il court pas tant que ça. Donc, c'est un coureur qui s'entraîne beaucoup. Pogacar, lui, il court quand même beaucoup.
mais oui, moi, je sais que j'arrive à avoir des pics de forme d'un mois et demi, 2 mois, et je suis très content avec ça. Et voilà, mais ça évolue, quoi. Je veux dire, les entraînements, ils sont hyper spécifiques, tout est très, très contrôlé. Mais au final, quand on décortique un Wout van Aert, il court pas tant que ça. Entre le Tour et les championnats du monde, je crois qu'il avait que 4 courses d'un jour. C'est très peu, mais par contre, ça veut dire qu'à l'entraînement, il doit pas s'épargner quand même. Il y a Manon qui nous demande ton objectif pour la saison prochaine. C'est lever les bras sur le tour et dire au revoir. Ouais, ça serait ça. Et voilà, c'est simple, mais c'est très, très bien. Ouais, c'est très bien. Et est-ce qu'il y a des courses que tu as envie de découvrir l'année prochaine? Et le truc, c'est que je sais pas s'il y a une course que j'ai pas faite, à part Paris-Roubaix, peut-être. Ouais. Mais il y a le Rwanda où tu t'es fait plaisir, peut-être parle-en un peu, parce que c'est vrai que c'est des courses où on n'y pense pas, et ça, c'était pour toi, c'était un bon moment. J'ai une grande affection pour les courses exotiques un peu. Donc, j'ai fait 3 fois la Malaisie, j'ai fait 1 fois l'Australie, 2 fois le Tour du Rwanda, 3 fois le Gabon. Donc, j'adore ces courses-là. Il y en a qui adhèrent pas du tout parce que on n'est pas dans notre confort habituel. On n'a pas nos gros bus, on n'a pas de couches et tout notre staff. Mais moi, j'adore ça parce que en fait, on a un petit stress de la course, mais que de la course, quoi. Après, tout le reste à côté, t'as un folklore qui est quand même différent et moi, j'aime bien et ça permet de découvrir des cultures, Et de gagner 1 ou 2 courses, t'as gagné quand même sur le Rwanda, là. Ouais, j'ai l'année dernière sur le Rwanda. Cette année, j'ai pas réussi, j'ai terminé 10e d'une étape. Mais ouais, j'aime bien. Et au-delà même de la course, on a vu cette année, il y a eu cette année ou l'année dernière, je sais plus. Vous avez quand même donné des équipements aux cyclistes rwandais. Ça va au-delà même de la simple course, cette histoire. Je sais plus si c'est l'année dernière que tu avais dit que tu voulais partir une dizaine de jours avant avec ta famille pour profiter un peu de l'endroit aussi. Ouais. En fait, je suis allé au Rwanda pour la première fois, donc l'année dernière, en 2021. Et je voulais y retourner cette année avec un objectif différent, c'est-à-dire pas uniquement venir faire ma course, repartir. Si je voulais venir avec mes enfants qui découvrent leur culture, créer un échange entre leur école, une école sur place, etc. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire en raison du Covid parce que nous, étant dans l'ambassade de la course, on a échappé à la quarantaine de jours qu'on devait avoir. Donc, en gros, ma famille serait venue avec moi. Ils auraient dû faire une quarantaine de 7 jours avant de pouvoir sortir de l'hôtel. Donc, c'était plus intéressant, mais en tout cas, grâce à Fred Adam et pas mal de partenaires de notre équipe, on a pu apporter du matériel à l'académie de cyclisme, à une école qui fait un peu comme un sport-études. Et voilà, partager un peu de matériel, un peu de temps et quelques bons moments. Pour la famille, ce sera l'année prochaine. L'année prochaine. Déjà, en tout cas, merci. Ouais. Merci beaucoup, Pierre, d'être passé un petit peu avec nous. Et on se suit en Croatie la semaine prochaine. Merci. Et la saison prochaine. Et la saison prochaine, évidemment. Et juste une dernière question. Dans le chat, on nous demandait c'était quoi parce que tu parlais que tu n'avais pas envie de raccrocher le guidon. Tu sais un peu ce que tu vas faire de ton après-carrière? Oui, j'ai des projets, j'ai plein de projets. Après, voilà, du coup, j'ai la tête libre à faire du vélo pleinement, sachant que derrière, après, j'ai pas mal de trucs qui m'attendent, mais je préfère pas en parler tant que j'ai pas raccroché mon guidon, comme vous dites. Ouais, t'as raison, j'ai déjà spoilé le nom de l'équipe, on va pas aller trop loin. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pierre. Merci, Pierre. Bonne fin de saison et on se retrouve vite alors. Merci, à bientôt. À bientôt.